Donc, Taïlug, bien bonjour. Bonjour à tous les habitants et habitants de la région de Tours, Bien, puisque bien. c'est là où on est, je pense. C'est là où nous sommes, effectivement. Donc, nous, on voudrait te souhaiter la bienvenue dans ces 24 heures du punk. Euh, et c'est gentil de participer à cette émission De toute façon, avec nous. j'aurais eu du mal à ne pas y participer, vu que on est pratiquement, disons que ça fait longtemps qu'on est impliqué dans ce genre d'histoire, quoi. Mhm. En ce qui concerne le punk et consorts. Tout à fait. Alors Taïlug, bon, je vais faire une brève présentation de qui tu es, en fait. Donc je rappelle que tu es chanteur-guitariste de La Souris Déglinguée, que ça fait maintenant Quelques années, quoi. quelques années, hein, quand même, hein. Justement, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours au sein de La Souris Déglinguée à travers à peu près 20 ans, 25 ans de punk? Ouais, bah écoute, on a été acteurs et aussi témoins de tout ça. Disons au début plus témoin et par la suite plus acteur, et je fais partie d'une génération de jeunes gens qui ont même connu ce qui a précédé le punk à Paris, et vu que je suis parisien, mais c'est vrai que trop de parisianisme tue, mais dans certains domaines, je pense qu'il faut le rappeler. Il y a de fortes chances que si tu veux le préliminaire du punk mondial, il est né, si tu veux, autour des halles, parce que tu avais un magasin qui s'appelait Open Market, tu avais un petit commerçant qui s'appelait Marc Zermati, et, euh, et qui avait une boutique, une boutique à moitié vide avec un store baissé, dans un quartier plutôt destiné, disons, au rapport amoureux tarifé, quoi. Et dans cette boutique, il y avait un peu l'antithèse de tout ce qui était écouté à l'époque, autrement dit les Pink Floyd et consorts, ce qu'on appelait le rock progressif et la musique planante, et il y avait que du rock'n'roll. Alors le rock'n'roll, en l'occurrence, c'était tout ce que les gens n'écoutaient plus, c'est-à-dire bon, le rock'n'roll des pionniers des années 50, et puis tout ce qui ressemblait un peu au Pretty Things, autrement dit la première vague du British Beat, et disons, de la musique rythmée de l'autre côté de la Manche, qui était une déclinaison en fait du rhythm and blues américain. Et puis donc nous, à l'époque, on était adolescents, et puis on a été consommateurs de ces choses. Et puis si tu veux, nos années de lycée ont passé, et on pouvait lire dans les journaux de l'époque, Best et Rock'n'Folk, qui avait déjà des rubriques. T'avais une rubrique qui était tenue par un journaliste un peu esthète qui s'appelait Yves Adrien, qui s'appelait Punk, et il parlait des groupes américains comme Lou Reed, MC5 et Iggy Pop, et consorts. Donc en fait, la jeunesse du punk, elle est là quelque part. Et pourquoi je parlais toujours des Halles et donc du cœur de Paris, c'est parce qu'en fait, Malcolm McLaren, pour avoir eu les idées qu'il a eues, il a bien fallu qu'il aille les chercher quelque part, quoi. Et à l'époque, le seul endroit où tu avais qui était une sorte de conservatoire un peu du rock'n'roll, c'était en France, à Paris, dans cette boutique. Donc je pense que le punk anglais, finalement, il est né. Ça c'est ma fille qui intervient, je sais pas si elle est d'accord ou pas. Donc le punk anglais, quelque part, celui qui a été inventé par ouais, le punk anglais, il est né à Paris. Et puis je sais pas si tu t'as bien remarqué le truc, mais les punkettes, qui étaient, autrement dit, les potiches, euh, étaient inventées pour le prêt-à-porter de McLaren et de Vivienne Westwood, elles ressemblaient étrangement aux professionnels de la rue Saint-Denis qui étaient juste à côté. Mhm. Donc voilà ce que je voulais dire pour
en tant que spectateur et témoin du punk naissant à Paris et dans le monde entier. Et par la suite, bon, effectivement, on est plus impliqué que ça, puisqu'on intervient directement dans cette petite histoire en faisant un groupe. Donc avec Jean-Pierre, collègue de lycée, et puis ensuite quelques recrutés des environs ou même de plus loin, puisque Jean-Claude il est originaire du 18e arrondissement. On a enfin trouvé un batteur, et puis on va pouvoir démarrer l'histoire sérieusement. Et là, on est au début de l'année 79. Voilà pour le départ. Et puis ensuite, bon bah c'est le parcours habituel d'un groupe, disons, à vocation artisanale, qui réussit, disons, à faire un disque coproduit avec un studio d'enregistrement, le studio Casanova à Paris. Et puis après, bon bah, un peu bon gré mal gré, on va arriver jusqu'à aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc là, ça nous fait un petit historique fort sympathique. Quand même, donc à l'époque, il y avait déjà quand même un public. Aujourd'hui, 20 ans après, il y a toujours un public. Justement, est-ce que ce public, il a beaucoup changé depuis le début, en fait? Ben, d'abord, il faudrait rendre hommage à ceux qui ne sont plus là, donc qu'ils reposent en paix, parce que bon, que ça soit dans l'entourage du groupe ou dans le public, si tu veux, ça a surtout été une zone de turbulence pour les uns et pour les autres, aussi bien culturelle, sociale, avec avec des débordements, quoi, tu vois. Donc beaucoup de gens ne sont plus là pour déjà répondre à ces questions. Et je voudrais parler d'un camarade qui nous a quitté déjà en 87, qui jouait l'harmonica avec nous tout au début, qui s'appelle toujours dans notre mémoire, et qui s'appelait à l'état civil Jean-Pierre Triquet, qu'on surnommait aussi Tercadec à cause de ses origines bretonnes. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui ont disparu de la circulation. Mais bon, cela dit, il y a une sorte de maintenance qui s'effectue au niveau du public, parce que bon, le temps passe, et qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, des gens dans le public qui sont carrément nés, biologiquement parlant, euh, à l'époque où nous on a démarré du point de vue artistique. Alors ça, c'est assez fabuleux. Donc tu as des jeunes gens euh, qui sont euh, qui sont quelque part nés aussi avec nous, quoi. Et c'est ça le miracle de la chose. Enfin, ce qui nous procure pas mal d'étonnement, quoi. C'est que, si tu veux, qu'il y a une sorte de continuité. Et quelque part, t'as des gens du public qui sont carrément, qui sont aussi, disons, qui sont aussi vieux que les morceaux qu'on joue sur scène, quoi. Et ça, c'est particulièrement amusant. Ok. Euh, donc on va en arriver un peu. On va essayer de parler un peu de comment dire du punk plus dans des pays du côté asiatique, parce qu'on sait que tu as quand même des origines asiatiques. Donc bon, on sait que tu voyages aussi énormément. Moi, j'aimerais savoir si dans des pays comme la Chine ou le Vietnam, le mouvement punk, ou est-ce qu'il existe un petit peu en fait dans ces pays-là? Ouais. Alors, je pourrais tout de suite te dire que le punk, à mon avis, le punk est connu depuis très très longtemps dans dans les pays concernés, autrement dit la Chine, le Vietnam, et partout en Asie. À la différence près, c'est que euh, il n'a pas pu, disons, être découvert en temps réel. Et même si des fois les occasions sont présentées, et il faut dire que dans les pays totalitaires, euh, il n'y a pas beaucoup de place pour ce genre d'expression. Alors effectivement, je me souviens, en 81, j'étais déjà à Pékin et à Shanghai, et je me souviens avoir fait écouter à Shanghai en 81, bon, les Dead Kennedys et consorts, mais même faire écouter des maquettes de Wunderbar.
aux gens que j'allais voir, bon, des gens avec qui je vais sympathiser, quoi. Alors il fallait que je leur explique qu'est-ce que ça voulait dire une chanson par exemple comme Paris n'est pas Londres. Alors qu'eux ils auraient rêvé, ils auraient autant rêvé de venir à Paris qu'à Londres, quoi, tu vois. C'est ça le paradoxe de certaines chansons françaises, complètement, si tu veux, inadaptées à la compréhension chinoise. Et donc, mais à l'époque, j'ai pas vu, si tu veux, cette, cet essai qui consistait, si tu veux, un peu à éduquer mes camarades chinois et asiatiques. Je pense que ça n'a pas eu d'effet tout de suite, quoi. Je suis retourné à Pékin plus récemment, autrement dit l'année dernière, et je crois que depuis l'année dernière, il y a effectivement tout un underground punk à Pékin, avec des gens qui sortent des compilations, des cassettes, etc. Donc ça commence à devenir intéressant pratiquement 20 ans après, quoi. Donc il y a une scène qui est en train de se développer. Qu'est-ce que je pourrais dire encore à ce sujet? Bon, t'as aussi un groupe qui s'appelait ADO, dont le chanteur est assez connu puisqu'il est venu déjà au moins deux trois fois à Paris, une fois en 89 et une fois et deux fois cette année. Et le chanteur de ce groupe, ça s'appelle Tsui Tien, c'est un métis, c'est Cuijian, c'est un métis sino-coréen. Et je l'avais rencontré déjà en 88 à Pékin. Mais à l'époque, il était considérablement influencé par les seules cassettes qu'il avait à sa disposition, autrement dit les cassettes qui étaient ramenées par les étudiants étrangers. C'est-à-dire, il écoutait beaucoup de Sting et de Police, quoi. Donc, ce qu'il faisait à l'époque, c'était assez influencé par cette vedette de la variété internationale. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes Chinois, ils ont accès à plus de produits. Et surtout que les Chinois, depuis 10 ans, sont devenus des artisans, pour pas dire des industriels de la contrefaçon. Donc maintenant, tu peux carrément tout trouver en Chine, quoi. Et c'est valable aussi au Cambodge, où tu as une contrefaçon, disons, qui nous convient plus, vu que les Cambodgiens sont encore assez francophones. Donc ils ont eu la bonne idée, si tu veux, de pirater tout ce que tu peux trouver à la FNAC et chez Virgin Megastore, au rayon rock français, quoi. Mhm. D'accord. Alors, pour revenir un peu en France, euh, on a parlé, en fait, bon, il y a eu une reformation d'un groupe cette année qui s'appelle Oberkampf. Donc, certains journaux ont parlé du concert d'Oberkampf comme étant l'événement de l'année 2001. Donc, en fait, qu'est-ce que ça signifiait pour La Souris Déglinguée, pour toi, de jouer ce soir-là avec un groupe comme Oberkampf qui se reformait quand même quelques années après et qui occupait une scène comme le Bataclan? Est-ce que ça avait une signification particulière? Bah écoute, déjà on n'est pas sans connaître Oberkampf parce qu'on a démarré pratiquement comme eux, quoi. Et si tu veux, j'ai connu Oberkampf 178, début 119, dans un concert parisien au Gibus. Et pour te dire que je connais bien l'histoire d'Oberkampf et peut-être mieux que tout le monde, puisque je suis pratiquement le seul à me rappeler, euh, avec la personne concernée, si tu veux, autrement dit Joël, euh, le chanteur d'Oberkampf. Je suis le seul avec Joël avoir vu ensemble un concert d'Oberkampf, parce qu'à l'époque il n'était pas dans le groupe. Il était à côté de moi, puis on regardait le groupe qui s'appelait Oberkampf, et puis le chanteur à l'époque s'appelait Jérôme, comme toi. Et Josué, il chantait avec des gants et en fumant une cigarette, un peu comme Gainsbourg, quoi. Alors ça, c'est les débuts d'Oberkampf en fin 78, début 79 au Gibus, rue Faubourg du Temple à Paris. Et puis par la suite, on a eu l'occasion de partager la scène, que ce soit au même endroit, au Gibus, au Golf Drouot, dans les scènes de province. Et nos chemins se sont toujours croisés plus ou moins. Et puis, il y a toujours eu une compétition, disons, une compétition gentille entre les deux. Et puis, mais je me souviens toujours d'une histoire que
que je répète souvent, c'est que la première fois que j'ai eu affaire à Pat Quebra, autrement dit le guitariste d'Oberkampf de la version d'origine, d'ailleurs qui n'était pas, et qui est en fait le fondateur d'Oberkampf, mais qui n'a pas participé au concert de la Reformation le 10 mars 2001, pour des raisons que je me souviens pas très bien, mais à un moment donné, il était un peu en colère, et il nous avait traité de groupe de folk. Alors, si tu veux, j'avais accepté la définition, parce que peut-être que pour moi, ça n'avait pas le sens que lui voulait lui donner. Et puis là, on est en 79, et en 82, j'ai eu l'occasion, si tu veux, de retourner l'argumentation contre lui. Alors, on était interviewé pour une télé nationale, et on me demandait est-ce qu'on était un groupe punk. Et moi, à l'époque, je disais, bah non, on n'est pas, je dis, on n'est pas un groupe punk, on est un groupe de rock. Le groupe punk, c'est Oberkampf. Et à ce moment-là, puisqu'on faisait aussi une télé ensemble, si tu veux, Pat Quebra d'Oberkampf était à 2 pas de la personne qui m'a interviewé, puis donc il était intervenu, puis il m'a dit, ouais, t'as eu dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je lui dis, t'as toujours voulu être un groupe punk depuis le départ, et ben encore aujourd'hui, tu vas l'être. Donc tu vois, ça, selon les époques, si tu veux, c'est le mot punk, il est plus ou moins péjoratif. Et apparemment, en 79, donc Pat Quebra d'Oberkampf avait envie d'être punk, et puis en 82, il avait moins envie de l'être. Alors ça, c'est juste une histoire de voilà, d'apparence, quoi. Toi, c'est l'histoire mais bon, c'est sûr qu'au niveau musical, tous les groupes qui ont prétendu être punk, et tous les groupes qui n'ont pas voulu être un peu comme nous, quelque part, on a toujours plus ou moins rejeté l'étiquette pour adopter disons une labellisation plus globale. Et ben de toute façon, qu'on le veuille ou non, bon gré mal gré, de toute façon c'est vu de l'extérieur, ça reste quand même l'appellation exacte. D'accord. Alors je sais pas si j'ai oublié de répondre à une partie de ta question. En ce qui concerne l'événement qui a constitué le concert du 10 mars, effectivement, c'était pour des gens surtout pour Joël qui n'avait pas mis les pieds sur scène depuis 20 ans, si tu veux, c'était un événement sûrement pour lui, quoi, je veux dire, dans sa tête. Et quant à moi et mes collègues qui n'avons pas arrêté depuis le jour où eux ils ont décidé de stopper, si tu veux, c'est pas un événement en soi, c'est un concert comme un autre. Et quelque part, ça nous permet de participer à un concert entre guillemets revivaliste, avec les porte-manteaux et Overkampf, et tout en ne faisant pas partie de la catégorie, si tu veux, puisque depuis 119, il y a quand même, si tu veux, il y a pas mal de choses qui ont évolué, et même LSD a quand même évolué un temps soit peu. Donc néanmoins, ça fait plaisir, si tu veux, de faire partie d'un événement revivaliste sans être soi-même revivaliste. C'est ça l'intérêt de la chose, quoi. Donc on a un peu profité de l'occasion. Très bien. Bon, depuis le début d'LSD, si depuis ces 20 ans, tu avais, comment dire, quel serait ton meilleur souvenir, en fait, justement, par rapport à toute cette période? Mon meilleur souvenir, si tu veux, il se situe souvent. Enfin, j'ai deux meilleurs souvenirs qui se situent, si tu veux, dans des régions très reculées, très éloignées de notre centre d'origine, quoi. Autrement dit, le cœur de la capitale. Alors, en 88, il s'est passé, à mon avis, un événement redoutable. Si tu veux, c'est le fait que je me sois retrouvé à Lhasa au Tibet,
en train de jouer avec des Tibétains et des Chinois, de la musique, de la brigade de danse et de musique du Tibet. Je suis dans une discothèque face au Potala. Alors déjà pour moi, si tu veux ça, c'est le hit parade, c'est le top 50, puisque au niveau de l'altitude, il n'y a pas plus haut quoi déjà. Et puis plus récemment, il y a ce concert qu'on a fait à Phnom Penh le 24 juin 2000 au Cambodge. Et le fait de jouer devant si tu veux, de jouer devant 10 000 Cambodgiens et 2000 Français à Phnom Penh, et devant Bopa Devi, la fille du prince Sihanouk, si tu veux, c'est quelque chose de fondamentalement, si tu veux, extraordinaire. Parce que ça, si tu veux, ça, c'est loin de tous les clichés qui, justement, auxquels on est habitué. Mhm. D'accord. Donc une dernière question. Alors, pour ces 24 heures du punk, justement, si tu avais un seul morceau de La Souris déglinguée à passer, ce serait lequel? Eh ben, moi, je te dirais que comment dire, j'ai pas de playlist avec mes favoris de LSD. J'aurais du mal à te dire quel morceau fait l'affaire pour les 24 heures, mais je pense que vous aurez l'occasion en 24 heures, de passer un morceau qui peut-être qui reflète le mieux tout ce que j'ai dit depuis le début de l'interview. Mais ça, je te laisse le soin d'y réfléchir. Chose que effectivement nous allons faire, oui. Ouais. Mais Si tu veux, en résumé, c'est quoi l'idée que je viens d'exprimer? C'est comment, si tu veux déjà, comment être punk sans être punk. Déjà, c'est ça le grand truc. Comment si tu veux, comment, et ça permettra de répondre à certaines questions que tous les gens se posent. Comment avoir été le groupe justement des punks sans avoir, en ayant eu les cheveux longs pendant des années, quoi, tu vois. Et je parle pour moi. Et comment avoir été le groupe préféré des skinheads hexagonaux et parisiens tout en ayant les cheveux longs. Voilà, c'est ça le genre de contradiction qu'il faut avoir, qu'il faut savoir régler quand on joue dans un groupe comme le nôtre depuis tant d'années, quoi. En fait, c'est de manier les contradictions avec aisance. Et bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. donc, Bataille Luc, on te remercie pour ton intervention pour ces 24 heures du punk. Ouais. Et puis, et donc, je te dis à bientôt. Ouais, ça marche.